Mais comment je vais réussir à parler de la New Japan Pro Wrestling en 5 points? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau top 5, un top 5 assez spécial aujourd'hui puisque je vous parle d'une promotion de catch à part entière, une promotion de catch qui commence un petit peu à s'exporter, la New Japan Pro Wrestling. Et encore une fois une vidéo top 5 un petit peu plus complète que d'habitude où je vais faire un topo général sur cette promotion. Et je vous donnerai en fin de vidéo tous les moyens possibles pour regarder ce programme chez nous en France. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte d'une promotion de catch absolument passionnante. En 1972, le catcheur japonais Antonio Inoki se fait renvoyer de la Japan Wrestling Association et fonde alors la New Japan Pro Wrestling. Depuis, la promotion n'a cessé de grandir jusqu'à atteindre son apogée médiatique dans les années 2010. Cette dernière décennie a d'ailleurs marqué une certaine américanisation du roster, où de plus en plus de catcheurs non japonais vont monter en puissance et provoquer un intérêt dans le monde entier. Un intérêt qui attirera d'ailleurs des légendes comme Chris Jericho à la New Japan Pro Wrestling et qui provoquera encore plus d'émulation autour de la compagnie japonaise. Et durant son histoire, la New Japan Pro Wrestling a produit de nombreux partenariats avec d'autres promotions de catch. D'abord avec la WWE dans les années 70-80 qui s'appelait encore à l'époque la WWF. Puis avec la WCW à partir des années 90. L'idée était d'organiser des shows communs à chaque fois entre les deux promotions de catch. La promotion nippone a également eu un partenariat intéressant avec la TNA en 2008, permettant ainsi de voir des catcheurs occidentaux de renom tels que Kurt Angle participer à la deuxième édition de Wrestle Kingdom. Plus récemment, c'est un partenariat avec la promotion américaine Ring of Honor qui a été contracté, permettant une nouvelle fois la production de shows et de matchs très intéressants. Outre ces partenariats, la New Japan Pro Wrestling a ces dernières années beaucoup misé sur le fait de développer sa marque hors de ses frontières. Et d'abord grâce à Internet en se focalisant sur le numérique. Ainsi, la New Japan Pro Wrestling existe sur YouTube et propose des reportages et des matchs gratuits sur sa chaîne. L'intérêt de cette chaîne est notamment d'avoir les sous-titres en anglais pour comprendre tout ce qui peut se passer dans la promotion. La compagnie a également lancé récemment son service de streaming, le NJPW World. Un système qui fonctionne à peu près comme le WWE Network, et bonne nouvelle, la langue française arrive de plus en plus sur cette plateforme. Pour nous en France, il est également possible de voir la NJPW sur la chaîne J1 avec les shows commentés en français. Mais ça, je vous en reparle en fin de vidéo. Récemment, la promotion s'est même lancée dans le développement de jeux vidéo avec l'excellent Fire Pro Wrestling sur PS4, une manière ludique d'apprendre à connaître cette fédération. Finalement, tous ces éléments ont pour but d'accélérer le développement du catch japonais dans le monde et particulièrement aux États-Unis, un pays qui représente un fort potentiel pour l'entreprise japonaise. La NJPW organise en effet de plus en plus de shows aux États-Unis ces dernières années et notamment des shows importants. Et récemment, on a appris que la NJPW envisageait de créer une branche de sa promotion uniquement basée aux États-Unis. A noter que la fédération nippone cherche également à se développer dans le monde entier avec par exemple des tournées en Australie et plus récemment en Angleterre. La NJPW bientôt en France? En tout cas, ce serait fantastique. Allez, on passe tout de suite au deuxième point. Le catch japonais, autrement appelé le Puroresu, possède une identité forte et marquée. On est à l'opposé du modèle WWE dans quasiment tous les domaines. Et ce point-là en particulier va constituer le fil conducteur de cette vidéo. Cette fameuse culture est très importante dans la manière de pratiquer le catch au Japon. Par exemple, la différence est extrêmement marquée entre les heels et les face, rares sont les catcheurs indécis et les rôles sont souvent bien délimités à l'avance. Le catch au Japon, c'est également toute une série de symboles et de traditions. Un passement de flambeau entre maître et élève, une rivalité qui dure sur plusieurs années, un jeune lion prêt à conquérir la promotion, les histoires racontées y sont très souvent épiques. Et je reviendrai d'ailleurs en détail sur ce qui peut se passer dans le ring dans le troisième point de cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a bien un point qui est surprenant lorsqu'on regarde un show au Japon, c'est bel et bien l'attitude des fans et du public en général. Les foules japonaises sont respectueuses et assez calmes. Elles encouragent leurs favoris et sifflent les bandits tout en restant tranquillement assis sur leur chaise. La NJPW a un mode de fonctionnement assez unique et efficace. La promotion nippone n'a pas de show hebdomadaire à la télé comme on peut trouver aux États-Unis par exemple. Elle fonctionne un petit peu sous forme de tournée et offre des shows tout au long de l'année. Et de nombreux tournois sont organisés dans l'année. Le Best of Super Junior et la New Japan Cup représentent par exemple de véritables tremplins pour certains catcheurs. Petite anecdote d'ailleurs sur ces tournois puisque Chris Jericho et Chris Benoit ont tous deux participé à l'un de ces tournois en 1995. Mais s'il n'y avait qu'un seul tournoi à retenir du côté de l'archipel, ce serait bel et bien le G1 Climax. 2 blocs de 8 catcheurs et tous s'affrontent dans une mini-ligue pour atteindre la finale de leur bloc. Puis les vainqueurs des blocs A et B s'affrontent dans la grande finale du tournoi. Ce tournoi estival est important puisque le vainqueur a le droit d'aller affronter le champion du monde poids lourd lors de Wrestle Kingdom, le plus grand show de l'année au Japon. Et si l'on veut un peu vulgariser ça, on peut dire que le G1 Climax c'est un peu le Royal Rumble et Wrestle Kingdom c'est un petit peu WrestleMania. Wrestle Kingdom d'ailleurs, parlons-en. C'est l'événement principal au Japon qui se déroule toujours au Tokyo Dome et traditionnellement au tout début de l'année autour du 4 janvier. C'est souvent le pinacle d'une année de booking réussie et chaque année ce show nous propose des matchs absolument mythiques.
La gestion des catcheurs est également intéressante dans cette promotion où chaque catcheur est rangé dans une division. D'abord, on a les Young Lions, comme Shota Umino, le protégé de Jon Moxley, qui est considéré comme un jeune talent très prometteur. Ces catcheurs ne possèdent pas de gimmick et luttent tous en slip noir afin de faire leurs preuves sur le ring. Un tournoi est même organisé chaque année pour mettre en avant ces rookies aux yeux du public. Et une fois accomplis, ces jeunes pousses rentrent dans la catégorie junior, qui représente un petit peu les poids légers de la compagnie. A noter que la majeure partie des gaijin, les non-japonais qui arrivent à la fédération, démarrent dans cette catégorie. Des catcheurs comme Will Ospreay et Hiromu Takahashi sont par exemple considérés tous les deux comme étant des juniors et ne se battent généralement pas avec les poids lourds de la compagnie. Les poids lourds justement représentent l'élite de la promotion. Ce sont les stars qui trustent le main event lors de chaque show. Ces catcheurs deviennent même parfois des superstars comme Tanahashi ou Okada, on y reviendra. La distinction entre poids léger et poids lourd est très importante et il arrive parfois que certains juniors changent de catégorie pour une nouvelle compétition. Ça a par exemple été le cas pour Kenny Omega lorsqu'il s'est proclamé leader du Bullet Club à la place de AJ Styles. Le Canadien avait alors rejoint les poids lourds pour affirmer sa nouvelle position. Mais ce n'est pas le seul, généralement n'importe quel junior peut intégrer la catégorie des poids lourds après quelques bons mois au sein de la compagnie. Et à la New Japan, quasiment aucune catégorie n'est mise de côté. Et notamment le catch par équipe qui représente un intérêt important. Au final, la seule division qui n'est pas représentée à la NJPW est la division féminine. En effet, les lutteuses japonaises pratiquent le Joshi dans d'autres promotions de catch nippon comme la Stardom. A noter que le Japon a toujours produit de très grandes catcheuses et récemment on a pu voir des lutteuses comme Asuka, Kairi Sen ou encore Io Shirai exploser du côté des États-Unis. Enfin, pour terminer sur ce point, il convient de parler de l'importance des titres de champion au Japon. Le prestige, voilà ce que représente un titre de champion. Très loin du système occidental où enchaîner l'accumulation des titres peut être un gage de qualité, le système japonais privilégie la qualité de règne à la quantité. Lorsqu'un catcheur gagne et défend une ceinture, il obtient la reconnaissance de la foule et de ses pairs. Surtout si ses défenses sont des matchs épiques. Plus un lutteur conserve sa ceinture et plus sa legacy le place parmi les plus grands. Un débat existe d'ailleurs sur la différence entre les plus grands champions en Orient et en Occident. Est-ce qu'un Tanahashi est l'égal d'un John Cena? Est-ce que la legacy de Okada surpassera celle de Ric Flair? Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire. En attendant, on va passer au troisième point. Il est maintenant temps de vous parler du style de la New Japan Pro Wrestling. Le catch, à proprement parler, repose sur deux piliers essentiels, à savoir l'aspect sport et l'aspect divertissement. Et ce qui fait la magie de cette discipline, c'est que chaque promotion propose un style bien défini à ses fans. À la WWE par exemple, ce n'est pas un secret, l'accent est mis sur le côté divertissement. La New Japan Pro Wrestling mise plutôt sur le côté sportif. C'est uniquement ce qu'il se passe sur le ring qui va séduire les fans. Toutefois, certains catcheurs japonais possèdent une gimmick tellement forte qu'ils rentrent largement dans le cadre du divertissement. On pensera notamment à quelques lutteurs charismatiques comme Shinsuke Nakamura, Kenny Omega ou encore Okada. Toujours est-il que cette promotion recherche systématiquement un certain réalisme dans tous ses combats. Le strong style est très présent au sein de la compagnie et évoque une manière de lutter très dure et très intense où chaque coup est bel et bien porté à son adversaire. Ainsi, les lutteurs japonais sont assimilés à des guerriers et leur résistance à la douleur et au coup est exceptionnelle. Toutefois, ce style très rude a souvent occasionné de graves blessures. On pensera notamment à Shibata qui, après avoir donné un terrible coup de tête à Okada, subit une commotion cérébrale qui met pour l'instant fin à sa carrière. Plus récemment, Hiromu Takahashi s'est brisé la nuque lors d'une mauvaise chute pendant un match contre Dragon Lee. Un style très intense et parfois dangereux, mais c'est ce qui rajoute du piment au catch japonais. Et pour représenter ce style quasiment unique, la New Japan Pro Wrestling a créé une pléthore de stars et même de superstars. Historiquement, la promotion a toujours attiré de grands noms. On a par exemple vu Hulk Hogan y lutter au début des années 80, Brock Lesnar devenir champion IWGP, soit le titre le plus prestigieux de la promotion, ou encore plus récemment des catcheurs comme AJ Styles et Finn Balor gravir les échelons de la promotion japonaise. Je vais maintenant vous présenter rapidement quelques stars à la New Japan Pro Wrestling. Hiroshi Tanahashi, The Ace, l'un des plus grands catcheurs japonais à avoir jamais foulé un ring. Il débute à la New Japan Pro Wrestling en 1999 et n'a cessé d'émerveiller les fans depuis. Face ultime de la promotion, Tanahashi a produit une multitude de matchs grandioses. Il est également le détenteur du plus grand nombre de règnes de champion poids lourd avec 8 titres. À 43 ans, il est encore une valeur sûre du catch japonais malgré une condition physique qui se détériore au fil des ans à cause de toutes ses blessures notamment. Shinsuke Nakamura a eu une belle carrière avant de rejoindre la WWE en 2016. Démarrant en 2003, Nakamura forme une équipe intéressante avec Tanahashi. Il devient ensuite rapidement le plus jeune champion IWGP de l'histoire à seulement 23 ans. Puis Nakamura va incarner le championnat intercontinental en tenant le titre à 5 reprises et en proposant des défenses absolument mythiques. Du côté de NJPW, Nakamura possédait une véritable aura de superstar. Tetsuya Naito est un catcheur assez atypique. Très talentueux sur le ring, il a lutté au Mexique et aux États-Unis avant d'être réellement reconnu au Japon. Doté d'un charisme impressionnant, Naito le renégat a participé à certains des plus grands moments de l'histoire de la NJPW. Et comment parler de stars japonaises sans mentionner celui qui représente maintenant la compagnie? Kazuchika Okada a marqué la décennie de son empreinte. Considéré comme l'un des meilleurs catcheurs au monde, si ce n'est le meilleur, le Rainmaker possède déjà un palmarès impressionnant.
Habitué des main events de quasiment chaque show, Okada représente le catcheur technique et charismatique ultime. Encore assez jeune, Okada est en passe de battre tous les records dans le catch japonais. Et puis si l'on parle d'Okada, alors il faut parler de celui avec qui il a produit certains des meilleurs matchs de l'histoire, Kenny Omega. Le Canadien est arrivé à la NJPW en 2010 après 10 ans passés sur le circuit indépendant. Il forme dans un premier temps l'équipe des Golden Lovers avec Kota Ibushi avant de poursuivre dans la catégorie junior sous une nouvelle gimmick. En 2014, il intègre le clan du Bullet Club avant d'en prendre le leadership en 2016. Son ascension est fulgurante et la même année, il devient le premier non-japonais à remporter le G1 Climax. Kenny Omega intègre ensuite le main event de la promotion et nous offre des prestations fabuleuses sur le ring. Mais j'y reviendrai dans le dernier point de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de Kenny Omega, certains clans sont absolument légendaires dans la promotion japonaise. Et notamment un clan en particulier qui a fait exploser internet ces dernières années. Le célèbre Bullet Club est un clan heel créé en 2013 par Prince Devitt, aka Finn Balor, Bad Luck Fale, Karl Anderson, Tama Tonga et Doc Gallows. Le clan se veut au début composé de catcheurs non japonais prêts à s'en prendre à tout le monde. Très inspiré de clans historiques comme DX et surtout NWO, le groupe se veut provocateur et destructeur. Le groupe a compté de nombreux membres prestigieux au fur et à mesure des années. Plusieurs leaders charismatiques se sont succédés, parmi lesquels Prince Devitt, AJ Styles, Kenny Omega, Cody Rhodes ou encore plus récemment Jay White. D'autres clans existent comme le clan Chaos, symbolisant l'élite du catch, les mercenaires du Suzuki-gun ou encore les têtes brûlées de Los Ingobernables des Japon. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'histoire de certains de ces clans sous forme de mini-documentaires sur la chaîne YouTube de New Japan Pro Wrestling. Une chose est sûre, la promotion nippone est passée maître dans l'art de raconter des histoires sur le ring. Le storytelling est l'un, si ce n'est le plus gros point fort de la compagnie. La promotion peut compter sur des bookers de renom comme Gedo pour créer l'émulation autour de leur catch. Celui qui pendant longtemps a été le manager de Okada et plus récemment de Jay White représente la tête pensante de New Japan Pro Wrestling. Ce vétéran du catch japonais en charge du booking depuis 2015 s'attarde à essayer de mettre tous les catcheurs du roster en avant en maintenant une certaine cohérence dans les storylines et dans la logique victoire-défaite. Quelques exemples de storylines tout à fait passionnantes. Si la WWE a sa trilogie Rock Austin à WrestleMania, la NJPW n'est pas en reste avec sa trilogie de matchs entre les deux superstars de la décennie, Okada et Tanahashi. L'histoire entre ces deux catcheurs est tellement captivante qu'elle mériterait une vidéo à elle seule. Toujours est-il que cette rivalité a vu 3 confrontations épiques ces dernières années lors de Wrestle Kingdom. Je ne peux que vous conseiller ces matchs lors de Wrestle Kingdom 7, 9 et 10 pour la suprématie de la compagnie. Des confrontations épiques entre un Tanahashi déjà installé au sommet et un Okada féroce prêt à tout raser sur son passage. Autre storyline magnifique, celle impliquant Okada et Tetsuya Naito. Naito remporte le G1 Climax en 2013 et doit affronter le champion Okada dans le main event de Wrestle Kingdom 8. Malheureusement, Naito ne goûtera pas au main event lors de Wrestle Kingdom 8. En effet, les officiels japonais n'étaient pas sûrs de la réception de Naito auprès du public et a donc décidé de faire un vote pour élire le match qui sera dans le main event. Le public choisira le match pour le titre intercontinental entre Tanahashi et Nakamura comme main event, ce qui sera très dur à avaler pour Naito. Après une défaite contre Okada lors du même show, Naito ira même jusqu'à partir en exil au Mexique avant de revenir fort au Japon, de remporter une nouvelle fois le G1 Climax en 2017 et d'affronter une nouvelle fois Okada pour le titre lors de Wrestle Kingdom 12. Et ce qui est incroyable, c'est que leur rivalité est encore d'actualité en ce début d'année 2020. Je pourrais encore vous parler de cette storyline incroyable entre les deux leaders de clan, Kenny Omega et Kazuchika Okada, qui vont d'abord s'affronter 3 fois en obtenant une victoire chacun et un match nul avant de s'affronter une ultime fois pour le titre majeur dans un match à Dominion en 2018 que vous devez absolument voir. Au final, ça fait quand même beaucoup de Okada, c'est peut-être lui qui rend les storylines intéressantes. Toujours est-il que peu importe la storyline évoquée, la cohérence est toujours au rendez-vous. Et le résultat final de toute cette cohérence est la production de matchs, bien souvent excellents. Plus le temps passe et plus la NJPW se rapproche de la perfection dans le booking de ses matchs. De l'intensité dans le ring, de la technique, du catch aérien, le tout souvent agrémenté d'une bonne dose de psychologie et d'un storytelling à tomber par terre. Tous ces paramètres combinés les uns aux autres font dire à de nombreux spécialistes du catch que New Japan Pro Wrestling produit le meilleur catch au monde. Un catch tellement bon que Dave Meltzer, célèbre journaliste catch du journal Wrestling Observer, a dû revoir son système de notation pour les matchs. En effet, en 2017, il donne la note de 6 étoiles sur 5 au main event de Wrestle Kingdom 11 entre Kazuchika Okada et Kenny Omega. Cette note totalement surprenante va totalement chambouler son système de notation et créer un petit peu la polémique sur internet. En 2018, il attribue même la note surréaliste de 7 étoiles sur 5 à la 4e confrontation entre Okada et Omega dans un match au meilleur des 3 manches. Si j'avais besoin de conclure cette vidéo, je vous dirais tout simplement d'aller voir ce que produit New Japan Pro Wrestling et de vous faire votre propre avis. Bien, c'est tout pour ce top 5, ma foi, assez complet sur une promotion dont je parle pas souvent mais que j'adore. Si vous voulez vous y intéresser, chez nous en France, il existe 3 façons de regarder New Japan Pro Wrestling. Premièrement, vous pouvez souscrire au New Japan World et regarder tous les shows en streaming. Ou alors, si vous possédez la chaîne J1, vous pourrez regarder certains shows commentés en français par Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant. Ou après, il reste la 3e et dernière méthode, la méthode universelle pour regarder du catch. Je vous laisse deviner laquelle. Enfin voilà, si jamais vous n'avez jamais
jamais regardé New Japan Pro Wrestling et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça ne coûte rien. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille de démarrer par les shows Wrestle Kingdom et les finales du tournoi G1 Climax qui sont absolument à tomber par terre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant New Japan Pro Wrestling. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo par commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous regardez cette promotion de catch, ce que vous en pensez, depuis quand vous regardez, quelles sont vos stars préférées. Bref, je suis très curieux de savoir vos avis par rapport à ça. Et n'hésitez pas également à me dire si le contenu NJPW vous plaît, si vous voulez que je parle plus de cette promotion. Je suis ouvert à tout, après c'est en fonction de vos souhaits et de vos envies. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.